Bonjour à toutes et à tous, en direct de la Coreb et du groupe Coquelicot. Ça nous renvoie quelques années en arrière. Je remercie beaucoup le réseau Coquelicot, François et Guillaume et les collègues de la Coreb d'avoir mis en place ce webinaire qu'on a adapté en fonction de l'actualité. Il va y avoir donc deux parties, comme ça a été annoncé récemment. Une partie sur la fièvre de Crimée-Congo, qui est une ouverture, entre guillemets, de la saison, hein. C'est un peu comme la chasse, puisque vous savez qu'on va rentrer dans la saison à risque. On n'a jamais eu de cas de Crimée-Congo en France, mais le risque théorique est important. Les Espagnols en ont régulièrement. C'était absolument pour nous important. Et vous faites partie, vous, membres de l'ESR, de la Coreb, et donc, c'est important d'aller solliciter des collègues de terrain du soin et de la recherche. Pour ça que Simon Bessis et Guillaume Martin Blondel vont nous faire un exposé de Crimée Congo, mais on ne pouvait pas non plus ne pas répondre à des questions d'actualité. Et donc, on a adossé, et merci beaucoup à Guillaume et à François de leur compréhension, on a empiété un tout petit peu. Donc, on a raccourci Crimée-Congo pour parler d'Ebola Bundi-Bundio avec deux experts aussi, avec Alexandra Maille de SDF et Marie Jaspard de l'hôpital Saint-Antoine qui fait de la recherche sur le terrain sur Ebola pour les 45 minutes suivantes. Je vous dis aussi qu'on a fait un séminaire hier, un webinaire sur Ebola Bundi-Bundio avec l'ESPID, avec le groupe, le comité des maladies infectieuses émergentes. Il a été enregistré et vous pourrez visionner aussi ce séminaire qui sera complémentaire puisqu'il vous donne des visions du terrain, puisqu'on avait un collègue d'Ouganda et un collègue de RDC. Et les témoignages étaient vraiment hyper intéressants, voire touchants par rapport à la situation que les collègues vivent sur le terrain avec une épidémie probablement qui ne va pas s'arrêter demain. J'arrête cette introduction et je passe la main à Morgane et François pour la modération de Crimée-Congo et d'Ebola. Bonjour à tous. Donc, on va commencer cette session fièvre hémorragique Crimée-Congo avec Simon Bessis. Il est infectiologue au SAU des HCL et il est chercheur au CNR FHV au P4 de Lyon. Et donc, il va nous faire un état des connaissances sur FHCC. À toi, Simon. Bien, bonjour à tous. Donc, merci de me permettre de présenter un peu cet état des lieux. Alors, Crimée-Congo, c'est une maladie qui est endémo-épidémique, qui est présente sur une grande partie de l'ancien monde. C'est une arbovirose donc, transmise par des arthropodes piqueurs et également une zoonose. Le fardeau, il est difficile à estimer, en fait, si vous voulez. On retrouve souvent ce chiffre de 11 000 à 15 000 infections avec 1 000 décès par an, à peu près. C'est très sous-estimé, très probablement qu'on est, rien que sur la partie turque, on est déjà à 17 000 décès entre 2002 et 2024. Enfin, 17 000 cas, pardon. Donc, c'est une pathologie qui est très sous-estimée, avec un lourd fardeau, donc, où on le voit que le principal foyer, c'est le Proche et le Moyen-Orient. Mais également, en fait, un fardeau non négligeable en Afrique, avec trois foyers principaux, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Là aussi, très, très sous-estimé ce foyer africain, puisqu'il y a plusieurs facteurs confondants et plusieurs autres fièvres hémorragiques, comme on va en parler tout à l'heure. C'est très rapidement, on ne va pas faire de virologie fondamentale, il s'agit d'un virus. C'est un Bounia, en fait, un Bounia virus. Il a une certaine proximité avec d'autres virus, comme la vallée du Rift, en fait. Donc, il est très segmenté. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que ça a un impact majeur, justement, sur sa stabilité, sa diversité. Donc, un segment petit, le S, très stable, un segment M, moyen, qui est moyennement stable, et un segment L, qui est le code pour la polymérase, qui a une certaine stabilité. Et donc, justement, ce virus qui est très segmenté à ARN, en fait qu'il y ait une très, très grande diversité. C'est même probablement l'arbovirus qui est le plus divers. Avec cette clade historique répartie dans l'ensemble du monde, vous voyez que nous, en France et en Espagne, on a plutôt le clade 3 qui vient d'Afrique de l'Ouest et qui est en fait associé à des types qui sont transportés par des oiseaux migrateurs, mais on en reparlera. Le génotype 7, c'est un génotype qui ne fait pas consensus, donc qui a été retrouvé en Chine. Et après, il y a le génotype 6 qui n'est plus considéré comme étant un CCHF à part entière, mais un virus qui est un virus à part, qui est l'IgA virus, qui donnerait une version euh, atténuée par rapport à CCHF.
et que cette divergence, elle est essentiellement portée par le segment M, notamment le segment qui va coter pour l'aiguille protéine de surface. Et ça, justement, ça va avoir un impact important, justement, sur les capacités de diagnostic. Comme je vous le disais, ce virus, il est transmis par une tique, donc c'est une arthropode bone viruses, et donc cette tique, c'est la tique Yaloma. Et vous voyez que la répartition des Yaloma se confond avec, en fait, la carte que je vous ai montrée initialement. Il y a plusieurs espèces de Yaloma. La principale, c'est Marginatum, qu'on retrouve en France continentale, mais il y en a d'autres. Et il y a Scupense qui est retrouvé en Corse, mais depuis longtemps d'ailleurs. Et Lusitanicum, c'est celle qui est retrouvée dans la péninsule ibérique. Et donc, c'est vraiment cet arthropode qui est central dans la transmission. Et justement, il y a un cycle biologique qui est assez complexe. En gros, on a un virus qui se transmet entre toutes les stades, c'est-à-dire entre chaque passage, entre de la larve à la nymphe, de la nymphe à l'adulte et de l'adulte à l'œuf, une transmission transovariale, c'est-à-dire l'adulte qui va pondre des œufs, qui va également transmettre le virus. Et chaque phase correspond en fait à une amplification du réservoir viral avec un hôte spécifique. Donc la larve va plutôt piquer les petits mammifères qui va augmenter de manière très considérable le réservoir viral dans l'environnement. Pareil pour la nymphe. Et après, l'adulte va également augmenter le réservoir viral, mais sur des plus gros animaux de type le bétail. Et tous les animaux, les gros mammifères, ne se valent pas. Le bovin est un excellent amplificateur viral, là où les équidés sont des moins bons amplificateurs viraux. Et une autre manière d'infection entre les tiques, c'est ce qu'on appelle le co-feeding, c'est quand elles échangent de la salive sur un seul et même point de ponction sur un animal. Enfin, l'humain peut se contaminer soit par la piqûre de la tique, c'est une piqûre accidentelle, hein, la tique ne chasse pas l'homme spécifiquement, soit parce que l'homme s'est contaminé au contact de ce bétail. Et enfin, c'est une FHV qui est une transmission interhumaine, donc une transmission qui est essentiellement médiée par les contacts avec les sécrétions, et essentiellement d'ailleurs le sang plutôt, mais il y a également une transmission sexuelle qui a été décrite, et il existe une transmission verticale également, avec une transmission materno-fétale et des complications materno-fétales, mais néonatales surtout, et perpartum majeures. Et il n'y a pas à notre connaissance, d'infection par ingestion en fait de produits contaminés. En général, les grandes épidémies avec les contacts des produits animaux, c'est notamment au moment des abattages rituels en Afghanistan ou en Iran. On retrouve quasiment pas en Turquie pour des raisons de sécurité vétérinaire. Donc, comme je vous le disais, en fait, FHCC s'est diffusé en fait via sa tique, qui s'est elle-même diffusée sur l'ensemble du pourtour méditerranéen et jusqu'en Europe du Nord, hein, puisqu'en fait, maintenant, l'Eyaloma, grâce aux oiseaux migrateurs, on la retrouve jusque dans le sud de la Suède. Alors, par contre, elle a colonisé de manière pérenne le pourtour méditerranéen, mais voilà, avec le réchauffement climatique, il est attendu que d'ici 2050, on puisse avoir une colonisation jusqu'en dans le sud de l'Allemagne, voire en Pologne, de Yaloma. Et justement, quand on prend ce travail et qu'on voit l'évolution en fait du rapport de la tique, du virus dans la tique et du virus dans les animaux sauvages et dans le bétail, on voit qu'en fait, il y a d'année en année, entre 2009 et 2024, une progression vers le nord et vers l'ouest de, ce, de ces différents foyers. Et donc, on a clairement une progression de la maladie avec un front qui progresse, notamment en France. Alors, en Espagne, on l'a vu avec des cas détectés depuis 2016, voire 2013, de manière rétrospective. Donc, on a cette avancée et cette question de quand est-ce que ça va arriver en France. Et en France, pendant longtemps, on faisait un peu figure d'anomalie, mais ça a été rectifié par deux travaux. D'une part, du travaux ici à Lyon et d'une part des travaux venant de Marseille, qui montraient justement, en fait, des tiques positives à ces chefs par PCR, que ce soit en France continentale, mais également en Corse. Et donc, ceci a montré clairement qu'il y avait une circulation du virus sur notre territoire. Néanmoins, pour l'instant, on reste sur un risque considéré comme faible pour la population générale. Avec, comme je vous le disais, pas de cas autochtones rapportés. Un seul cas importé depuis le Sénégal, c'était en 2004. Elle a été pris en charge, un patient qui a été pris en charge à Rennes. Donc, on considère cette survenue de cas autochtones comme inévitable, CF le scénario espagnol, c'est-à-dire 3, 4, 5 cas par an maximum. C'est ça qui est plutôt attendu dans un horizon proche. Et alors, il y avait une donnée qui était intéressante. Alors, c'est la seule étude pour l'instant de séroprévalence chez l'homme. Alors, elle est compliquée à interpréter parce qu'on est à la limite du signal bruit, en fait, vu qu'on a très peu de positivité. Mais néanmoins, elle a le mérite d'exister et montre qu'il y a une séroprévalence qui existe
avec quand même un facteur de risque qui est essentiellement l'exposition en fait aux animaux, le bétail et la chasse. Alors, l'histoire naturelle classique de la pathologie, c'est un schéma, je pense que on a dû pouvoir voir au moins une fois. On voit ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a une virémie. Une virémie qui est importante, mais qui est très transitoire. Et on le voit, en fait, elle a quasiment disparu dès la phase hémorragique. Donc, il y a la phase d'incubation de 3 à 7 jours, la phase pré-hémorragique qui dure 1 à 7 jours, avec des signes qui sont totalement inspécifiques, de type pseudo-grippaux. Une phase hémorragique qui dure 2 à 3 jours, qui fait toute la sévérité de la maladie. Et une phase de convalescence. Le pic de mortalité est estimé aux alentours du 10e jour, notamment sur des tableaux de défense multiviscéraux. Et alors, le tableau hémorragique, ce sont des tableaux hémorragiques assez saignement de l'ensemble des orifices et également des saignements internes. Il faut savoir que CCHF est la fièvre hémorragique qui saigne le plus de toutes les fièvres hémorragiques, mais pas celle qui a forcément le pire, la pire létalité. Sur le plan, donc, je vous disais, du diagnostic, la PCR est l'outil principal, en fait, qui doit être fait comme toutes les arboviroses, de manière très précoce, et parce que sa fenêtre est très transitoire, J7, voire J10, mais surtout J7, les 7 premiers jours, donc la phase pré-hémorragique, là où il y a une présence de virus qui est significative. Au-delà, le virus n'est plus tellement le problème, et on est du coup sur un autre mécanisme, et là, ce sont les anticorps, donc IgM, IgG, qui prendront le relais. Les IgM sont positives en moyenne autour de 7 jours. Le plus tôt, c'est 3 jours. Et les IgG, c'est 7-10 jours. Commence à apparaître à 7-10 jours et persister jusqu'à 5 ans. Et donc, cliniquement, cette phase pré-hémorragique, ça ressemble à quoi? Ça ressemble en fait à comme une autre arbovirose, la dengue, par exemple. C'est donc une hyperémie de la face, un œdème de la face, une conjonctivite bilatérale, un érythème relativement diffus. Et après, dans la phase hémorragique, on a ce que je vous disais, c'est-à-dire ces échymoses, ces saignements oraux, on a en fait des hématuries, etc. On a toute la panoplie des hémorragies possibles, et on a également des hémorragies intraviscérales, le type cette radio, qui est une radio d'hémorragie intra-alvéolaire. Et donc les Turcs, justement, alors ça c'est très rapidement, c'est juste pour avoir une idée globale, mais les Turcs, eux, se servent justement de dans la saison épidémique et en zone endémique, se servent de ces prodromes-là, donc de conjonctivite, d'érythème de la face et d'érythème cutané, pour évoquer la maladie, dans son deux cas, et surtout si elle est associée à une thrombopénie, par exemple. Et ce qu'on retrouve notamment sur des séries en fait, de 173 cas, c'est qu'on retrouve très fréquemment de la fièvre, céphalée, conjonctivite et érythème diffus. C'est vraiment ce qu'on retrouve le plus avec également l'asthénie. Donc devant ce tableau-là, en général, en situation épidémique et en saison, ils ont tendance à évoquer tout de suite la CCH. Les facteurs pronostiques sont pas si bien connus que ça. Il y a les facteurs pronostiques cliniques, donc c'est plus de 10 ans. Donc les enfants sont en général ont des formes moins sévères, même si on peut voir des formes hémorragiques chez l'enfant, mais c'est moins fréquent. On voit surtout les adultes jeunes qui font plus de formes hémorragiques. Mais la mortalité est plus importante chez les adultes de plus de 65 ans. Également, certains terrains sont suspectés comme étant des facteurs de gravité, comme l'auto-immunité. Et dans ce travail de Goulou et collègues, il montrait que le diabète était un facteur favorisant pour la mortalité. Sur la clinique, on reste sur quelque chose d'assez classique, sur la confusion, somnolence et la bradycardie, qui sont des signes d'alerte précoces, et qui, des années 80, été identifiés comme des signes d'alerte. Et en termes de biologie, essentiellement, c'est la thrombopénie, qui est la cinétique la plus importante à suivre, et qui est d'alarme, et également azatalate, mais surtout azate, et également le fibrinogène. Mais voilà, actuellement, on n'a pas de biomarqueurs, on n'a pas de choses clairement formalisées qui permettent de prédire l'évolution de la maladie vers la sévérité et la mortalité. Et justement, cette sévérité, elle est assez complexe dans le sens que on a entre 88 et 80% de formes asymptomatiques, les formes symptomatiques, voilà, entre 10 et 20%, et une létalité entre 5 et 40%. C'est très variable en fonction des pays pour plein de raisons. Mais aussi, la physiopathologie est très mal connue. On a de très mauvaises descriptions des cohortes et on n'a pas d'animal modèle de bonne qualité pour travailler dessus. Donc, ce qui fait il y a encore plein de zones d'ombre sur cette physiopathologie, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la physiopathologie se base notamment sur une atteinte endothéliale. Alors, une atteinte, c'est-à-dire qu'il y a une activation endothéliale, majoritairement, mais également une destruction endothéliale, mais moins importante que dans Ebola.
On est vraiment surtout dans une atteinte d'une activation endothéliale, avec également une activation des cellules dendritiques et macrophagiques qui vont également servir d'amplification du réservoir viral et qui vont aller après disséminer dans l'ensemble des OLS. L'organe cible, ça reste le foie, comme on a été montré plusieurs travaux, notamment travaux qui ont été faits ici à Lyon par une autre équipe. Donc c'est l'organe cible pour lequel en fait il va y avoir une destruction massive via les macrophages des hépatocytes et donc après une incapacité à produire la crasse sanguine. Et donc on aura cette activation, une destruction, une insuffisance hépatocellulaire, une augmentation de la perméabilité vasculaire et une fuite vasculaire, comme on peut voir dans tous les sepsis viraux, et une déférence multiviscérale associée à la CIVD. La grosse problématique de cette FHV, mais comme toutes les FHV quasiment, c'est le risque lié aux soins. Et donc, la grande problématique, c'est le contact avec le sang. C'est surtout ça qui va poser problème dans les milieux de soins. C'est cette exposition au sang qui est le trigger vraiment du risque pour les soignants. Les autres sécrétions sont à faible ou à très très faible risque. Donc, si vous devez intuber un patient et qu'il se met à cracher du sang, effectivement, là, il y aura un risque de contamination. D'ailleurs, plusieurs collègues turcs sont contaminés comme ça. Néanmoins, il existe une alternative qui est relativement acceptée, enfin qui est totalement acceptée par les collègues, notamment en Turquie, c'est la ribavirin en post-exposition. Et là, ce que je vous présente, c'est un travail, une méta-analyse par Onder et Ergonoul qui va clairement dans ce sens-là, qui est-à-dire l'efficacité de la ribavirin en post-exposition, c'est dans les 48 heures suivant l'exposition, avec une 500 mg x 4 pendant 10 jours, et qui montre une absence d'évolution vers la maladie. Donc, d'où l'importance, mais ça, je pense que c'est Guillaume qui en parlera beaucoup mieux que moi, donc de la préposition de ce traitement. Et donc, sur la partie thérapeutique, comme on disait, il y a tout à été à définir. Ce qu'il faut retenir, quand on reprend les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure, eh ben, c'est que il y a trois volets: les antiviraux, les traitements immunomodulateurs et les traitements support. Les antiviraux, en fait, ils sont utiles de manière très précoce et uniquement en phase pré-hémorragique, hein, comme je vous l'ai dit, quand le virus est là. Au-delà de la phase pré-hémorragique, quand on est sur la phase d'état, la phase hémorragique, il n'y a plus aucun intérêt à donner un traitement antiviral. Il faut même plutôt ne pas le faire, puisque la ribavirin, notamment, est cytotoxique. Ensuite, les immunomodulateurs viennent plutôt prendre la place durant la période hémorragique, notamment pour diminuer leur achytokinie. Et les les soins de support, eux, sont à utiliser intensément à tous les stades de la maladie. Et on décrira plus précisément. Et donc, justement, en termes de prise en charge thérapeutique pour les antiviraux, alors ça, c'est un travail de synthèse qui a été fait par Gulu, c'est un thésard turc de Onder Ergonoul, et qui montrait que pour la fièvre de Crimée-Congo, en fait, la ribavirin pourrait montrer un intérêt, encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'essai randomisé avec de fortes puissances bien menées. Il n'y a que des études observationnelles et des méta-analyses. Donc, la seule intérêt, ce serait en précoce, c'est-à-dire dans les 4 premiers jours. Au-delà de 4 jours, il ne faut probablement pas le faire. Et les autres traitements antiviraux pourraient être intéressants. Alors, le favipiravir a montré un usage intéressant, a montré des résultats intéressants sur les modèles animaux, mais avec toujours pareil, avec ce favipiravir, c'est la sélection de mutants résistants et la création de réservoirs immunologiques. Donc, voilà, Favi, c'est pas gagné non plus. Donc, pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que les recotures, pour l'instant, préconisent plutôt la ribavirin en précoce. Pour les traitements immunomodulateurs, rien n'a vraiment fait sa preuve. Il y a des papiers qui sont discordants. Les premiers papiers, là aussi, c'est toujours pareil, c'est des cohortes observationnelles, etc., vont dans le sens d'une diminution du nombre de transfusions de plaquettes et de transfusions de CGR, mais pas d'effet sur la mortalité. Donc, le critère dur n'est pas modifié. Et un papier récent, lui, n'a encore rien montré de plus. Mais bon, c'est vrai que sur le plan de la mécanistique, on a envie de croire quand même que malgré tout, comme pour Covid ou pour d'autres sepsis viraux, les corticoïdes auraient une place à jouer. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas de preuves formelles. Dans la pratique, c'est ce que font les collègues turcs, c'est dexaméthasone, forte dose, chez les patients sévères. Et alors, pour la partie traitement de support, on reste sur vraiment l'hydratation adaptée. C'est comme j'allais dire presque comme pour les entailles et les autres sepsis viraux, c'est-à-dire il faut remplir mais pas trop parce qu'il faut pas être trop plein à l'extérieur non plus.
Et donc, il y a en général plutôt transfusion de plaquettes, c'est ce qui drive la prise en charge. Ce que les collectures qu'appellent les cryoprécipités, donc c'est des facteurs anti-hémophiliques, et le plasma frais congelé. Et donc ça, c'est clairement les trois choses qui sauvent le plus de malades chez les patients admis en soins intensifs. Et finalement, assez peu de transfusion de CGR chez les patients admis en soins intensifs en Turquie. Et ça, je vous montre, ça c'est un extrait des recommandations turques qui sont pas encore publiées, mais j'ai eu l'autorisation de vous présenter ça par Onder, et qui vous remontent justement à les recommandations, ce qu'eux, ils préconisent. Et ce que je vous disais, c'est ribavirine en précoce et uniquement en précoce, et pas au-delà. Et les différents cut-off, en fait, pour la transfusion de plaquettes et les différents cibles à utiliser. Et ensuite, une autre chose qui est très importante, c'est comment on fait sortir le malade. Et donc, les critères pour faire sortir le malade, pour eux, et c'est ce que nous, on a vu sur place, c'est-à-dire 2 à 3 jours d'amélioration clinique, d'absence de saignement et d'amélioration des paramètres biologiques, notamment de la thrombopénie. Et après, quelques conseils, c'est-à-dire dire aux patients d'éviter les rapports sexuels pendant au moins 2 semaines, d'autant plus que si jamais ils ont reçu la badérine, il n'y a pas de rapport sexuel ou de protection pendant les 6 prochains mois à cause du risque de tératogène. Et après, il y a toute une information aux patients à donner. Voilà. Et ensuite, sur la partie vaccinale, il n'y a pas grand-chose. Beaucoup de candidats, peu d'élus. On est en gros sur un vaccin qui est utilisable uniquement en Bulgarie. Il a été fait un peu dans la précipitation dans les années 70, dans le cadre des épidémies. Peu de données fiables sur l'efficacité et l'immunogénicité, des données en 2011, mais très parcellaires, donc d'Anna Papa. Des vraies questions sur la safety, parce que c'est un virus inactivé sur cerveau de souriceau. Donc on est des vraies questions de sécurité. Et impossible à industrialiser, parce que comme c'est fait dans une enceinte P4, et donc impossible à fabriquer en grande quantité. Donc ce vaccin, il faut l'oublier, il n'est pas utilisable en l'état. Et donc, il y a plusieurs essais de phase 1. Vous avez le Shadox, qui est bien connu, hein, qui est donc l'adénovirus de chimpanzé, promu par Oxford. Le MVA, donc ça c'est Ankara. Ankara, c'est CHF. Ankara, c'est le poxvirus. Et après, vous avez un virus ADN et un virus ARN qui sont testés aux États-Unis. Il y a pour l'instant également des données intéressantes sur des anticorps pouvant cibler GP38. GP38, c'est une virotoxine pouvant expliquer en partie la fuite capillaire. Et voilà, et j'ai tout dit dans le temps imparti. Je peux répondre à vos questions s'il y en a. Et merci encore à tout le monde. Bon, bah, merci beaucoup, Simon, pour ce panorama global, complet. C'est toujours très compliqué à faire quelque chose d'aussi vaste dans si peu de temps et donner des messages clairs. Et c'est le cas. On va pouvoir passer aux questions. Avant de passer la parole à l'auditoire, il y a une question qui remonte à plusieurs reprises. C'est un petit peu le paradoxe entre c'est une maladie à transmission nosocomiale par contact sanguin chez quelqu'un qui est grave et qui saigne, donc un problème. Mais d'un autre côté, dans l'histoire naturelle de la maladie, la virémie, elle est sur la phase d'invasion et après, quand ça se dégrade, ils sont plus censés être virémiques. Tout à fait. En fait, ils sont plus censés être virémiques, il y a toujours une virémie résiduelle. Et donc, en fait, c'est juste qu'en fait, on se contamine parce on est exposé à une grande quantité de sang, en fait. Et c'est plus une question de rapport. Mais c'est plus dans ce cadre-là. Mais ça fait la virémie est extrêmement importante dans les phases précoces et après elle diminue fortement. Mais elle reste quand même, on va dire, significative si on la compte dans la phase elle est présente dans la phase hémorragique, mais elle est probablement, même quasi certain qu'elle n'est plus vraiment le problème en elle-même. C'est-à-dire que la machine s'est emballée, on est vraiment sur du sepsis et le virus n'est plus tellement le problème en lui-même à ce moment-là. Il est plus contaminant, mais il n'est plus la cause de la problématique du malade. On a une question Je sais dans pas le si chat j'étais clair. concernant la ribavirine et puis donc la tératogénicité donc, pour la femme, mais précaution aussi pour des hommes ou pas? Tout à fait, tout à fait. Donc c'est toute personne qui prennent homme ou femme, qui prennent de la ribavirine, c'est absence de rapport ou pour rapport protégé.
le risque est également présent. Guillaume Martin Blondel, donc, professeur en infectiologie au CHU de Toulouse, qui va nous faire donc un point sur la préparation dans un ESR qui est en tout cas en position géographique en tête de liste pour essayer de préparer une réponse adéquate en cas d'émergence de fièvre hémorragique Crimée-Congo en France. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs, à la COREB notamment, de permettre au service d'être représenté aujourd'hui. Donc, je dois plancher sur la partie opérationnelle, sur la préparation et la prise en soin d'un patient suspect d'infection par le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, en tant que représentant de l'ESR Occitanie. Je commencerai par 2 vignettes cliniques pour essayer d'apporter un peu de concret là-dedans, qui sont publiées par nos collègues espagnols, avec le chronogramme ici d'un patient de 46 ans, agriculteur, qui vit en Andalousie, qui n'a pas voyagé, qui va consulter en août 2024 2 fois pour fièvre, céphalée, thrombopénie, avant de consulter une 3e fois dans un 3e secteur d'accueil des urgences, où est suspectée une exposition otique qui est avérée, mais pas de morsure, pas de piqûre qui a été rapportée par le patient. Il n'a pas de syndrome hémorragique clinique. Vous avez ici la courbe des plaquettes avec 16 000 plaquettes. Et c'est cette reconnaissance de l'exposition à des tiques, même s'il n'y a pas eu de piqûre, qui déclenche la procédure REB, le transfert en unité de haut isolement, et 2 jours après, le diagnostic à J8 des symptômes de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Il va être mis initialement sous doxy d'épreuve, et vous avez ici la cinétique des plaquettes pour illustrer ce que disait Simon tout à l'heure, avec une correction relativement rapide des cytopénies. La ribavirin n'a pas été administrée chez ce patient au vu de l'évolution favorable. Il est rentré chez lui à J5, il n'y a pas eu de cas secondaire, avec de manière étonnante une virémie qui a été très prolongée chez ce patient. Un autre papier turc d'illustration, c'est 11 000 cas 2011-2024, avec les modes de transmission probables, morsure de tique, mais aussi, vous le voyez, et Simon l'a dit tout à l'heure, c'est aussi une zoonose, contact avec le sang excréta d'animaux infectés. Un tableau qui est non spécifique initialement, fièvre, arthromyalgie, céphalée, troubles digestifs, et puis ecchymose, rage, syndrome hémorragique, qui, au moins à la prise en charge initiale, sont pas forcément patents. Simon a quand même mis en avant l'exanthème et l'énanthème conjonctival, et puis biologiquement, la thrombopénie qui est très importante pour les Turcs en période épidémique pour classer les patients comme cas suspects. Et une forme grave, c'est encore un papier espagnol du New England 2014. Un homme de 62 ans, madrilène, qui n'a pas voyagé en dehors du sud de l'Espagne, à Avila, qui va se présenter aux urgences à J2 d'une symptomatologie faite de fièvre et troubles digestifs, avec d'emblée purpura et hématome au point de ponction. Le diagnostic n'est pas évoqué, il va se dégrader. J3, soins intensifs pour syndrome hémorragique clinique. J7, hépatite fulminante, détresse respiratoire. J8, défaillance multiviscérale, décès à J9. Et le diagnostic sera post-mortem sur des prélèvements réalisés à J6 et J8 d'un patient qui sera décédé, donc sans diagnostic. Pour illustrer aussi ce que disait Simon sur la transmission interhumaine associée aux soins, une infirmière de 52 ans qui a été exposée le 23 août au moment où le patient est intubé avec du sang, avec des mains qui ne portaient pas de gants, avec évidemment un accident d'exposition, et qui va à J4 de cet accident développer des symptômes de fièvre arthromyalgie. Le diagnostic est porté à J5. Elle va s'aggraver avec l'apparition d'une symptomatologie complexe. Elle va être mise sous ribavirin. Elle va avoir les plaquettes, même sans syndrome hémorragique, à moins de 10 000, comme est recommandé par les Turcs. Et puis, elle va s'améliorer à partir du 5 septembre, avec encore une fois une normalisation progressive des paramètres biologiques de la cytolyse et de la thrombopénie. Elle va rentrer à domicile le 21 septembre. Et ces 2 cas cliniques illustrent bien, je trouve, une forme qui n'est pas allée vers la gravité et une forme grave avec son risque de transmission associé aux soins. Vous disposez d'une définition de Santé publique France 2025 qui a été imaginée en l'absence de cas humains à date de Crimée-Congo en France, avec 3 scénarios de cas suspects. L'exposition à une piqûre de tique, avec des symptômes qui débutent dans les 9 jours qui suivent la piqûre de tique, une piqûre de tique qui a eu lieu dans une zone où il y a de la transmission. Alors, c'est une zone qui est relativement large, comme vous avez pu voir avec Simon, avec notamment Iran, Afghanistan, et ça va assez loin, dans la période épidémique de mars à septembre. Et en fonction de si c'est une tique qui est un genre non déterminé, c'est fièvre et signe hémorragique sans autre cause qui peut expliquer les symptômes. Si c'est une tique certainement de genre Hyaloma, c'est fièvre et syndrome pseudogrippal. On n'a pas besoin du syndrome hémorragique. Et là encore, sans autre cause pouvant expliquer les symptômes.
Deuxième scénario, c'est l'exposition à un cas confirmé de Crimée-Congo, avec fièvre et syndrome pseudo-grippal dans les 14 jours qui suivent. Le troisième, pour rappeler que c'est une zoonose, fièvre et signe hémorragique dans les 14 jours qui suivent une exposition avec un liquide biologique en zone de transmission. Un cas possible est un cas suspect validé par le CNR des fièvres hémorragiques virales. Un cas confirmé est un cas avéré avec un diagnostic virologique fait par le CNR. Alors, vous avez dans le rapport du Haut Conseil de santé publique 2024 ce tableau qui distingue les différentes tiques impliquées dans des transmissions vectorielles en France. Et vous avez cette tique Yaloma dont Simon vous a parlé, avec ce mode de chasse active que je voudrais essayer d'illustrer là avec cette vidéo piquée sur YouTube, mais qui est à peu près la même que celle qu'on a pu voir présentée à l'ECMID au mois d'avril à Munich, avec une tique qui a un comportement de chasse active, et vous voyez qu'elle est effectivement sacrément active, qui fait la différence avec les tiques qui chassent à l'affût. Vous avez aussi dans le rapport du Haut Conseil de santé publique 2024 un algorithme décisionnel qui identifie un cas suspect n'ayant pas de diagnostic différentiel évident, propose en cas de signe de gravité, sepsis, signe hémorragique, de le classer avec l'aval du CNR comme cas possible, transféré en ESR régional ou national, avant une confirmation qui nécessiterait, si le patient est en ESR régional, son transfert en ESR national. Ce qui est important, c'est si ce patient n'a pas de signe de gravité, pas de syndrome hémorragique, il est possible, au vu de l'absence de cas à date sur le territoire, après discussion avec le médecin en charge, de proposer une surveillance dans le lieu de prise en soins initial avec un traitement d'épreuve d'oxycycline que l'on a l'habitude de faire pour maladie vectorielle élatique sur un syndrome pseudo-grippal fébrile isolé, rickettsiose et autres. Comment est-ce qu'on s'est préparé à la saison de la chasse, comme Xavier le dit? En Occitanie, on a le plan Orsan-REB qui a été émis par l'ARS début 2026 et qui dit que tout cas suspect en Occitanie, sauf la périphérie de Nîmes qui serait gérée pour des questions de proximité par Marseille, serait transféré sur le SR-R qui est à Toulouse. On a un réseau REB occitan avec des infectiologues, des urgentistes, des microbiologistes, des hygiénistes qui est en construction, dans lequel on diffuse les informations, les procédures et les attendus opérationnels, notamment sur l'identification d'un box REB dans les secteurs d'accueil des urgences, les circuits, les EPI, les formations. Les procédures sont diffusées sur le réseau, mais sont aussi disponibles dans Resana et vous avez sur cette plateforme la procédure fièvre hémorragique virale Crimée-Congo qui date de 2025. Et puis on a cette procédure qui est diffusée aussi, patient suspect d'infection par un agent de type NRB4, isolement, précaution renforcée REB, pas de prélèvement, discussion entre le médecin en charge, l'infectiologue de l'ESR, le SAMU, l'ARS, pour un transfert vers l'ESR dont je parlerai ensuite. Dans le cadre de l'ESR, on a fait attention à armer les box REB dans les différents secteurs d'accueil des urgences. On est un hôpital où il y a une ville dans laquelle il y a plusieurs hôpitaux. Et donc, que ce soit à Rangueil, à Purpan, en pédiatrie, il y a un affichage qui reprend des commentaires, notamment du chat tout à l'heure, sur les précautions d'hygiène universelle et qui identifie ce risque de piqûre de tique et de fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Ces box REB sont identifiés, sont armés, notamment avec les EPI. On a identifié les procédures et les circuits si c'est un patient suspect en fonction de où est-ce qu'il est localisé. Je vous passe les détails, mais est-ce qu'il est dans notre bâtiment? Est-ce qu'il est dans un box REB dans un des hôpitaux toulousains ou est-ce qu'il est hors CHU? Les EPI nécessaires, notamment précaution renforcée REB, pour aller poser les questions qui vont permettre d'avancer sur le classement du cas avec une fiche d'interrogatoire systématique fièvre hémorragique virale qu'on a diffusée. On reprend ici l'aide à la classification du cas du Haut Conseil de santé publique. Si le cas est classé cas possible après discussion avec le CNR, en fonction de son caractère excréteur, non excréteur et de sa localisation géographique, on a défini qui transfère en quel EPI vers les soins intensifs de maladies infectieuses et unités d'isolement spécifique, avec un circuit interne si le patient est rentré dans le box REB à Purpan ou est aux urgences, et un circuit extérieur s'il vient d'un autre hôpital de Toulouse ou d'un autre lieu en dehors du CHU. Et on a travaillé avec la sécurité notamment pour baliser les circuits intérieurs et extérieurs d'arrivée du patient vers l'UIS. Dans le cadre des soins intensifs, l'unité d'isolement spécifique va débuter ses travaux dans 15 jours si tout va bien. Et on aura donc cet outil avec une salle de soins, le sas d'entrée, la chambre équipée réanimation, un sas de sortie de 16 mètres carrés. Et le patient qui arrivera donc par le sas de sortie
On a une procédure de préparation de cette unité d'isolement spécifique avec deux infectiologues, le superviseur, le personnel paramédical, mais aussi le biologiste prévenu très tôt pour préparer la biologie délocalisée au P3, le pôle pour les ressources humaines qui vont poser problème et la sécurité du CHU pour le parcours. Et on a les checklists qui sont dédiées à chacun de ces postes. La biologie délocalisée, je pense que Jean-Michel m'en suit est connecté, mais par défaut de temps, je vais essayer d'avancer. On a pris le parti avec nos collègues de délocaliser au P3 la biologie qui ne sera pas faite donc dans la chambre, mais le P3 est dans le bâtiment qui est juste à côté et qui nous permettra, selon le référentiel COREB 2025, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, d'avoir accès à la biochimie, gazométrie, l'anum, l'hémostase avec le fibrinogène seulement pour l'instant et on attend de pouvoir faire TP et TCA. Le diagnostic PALU dingue, les tests moléculaires multiplex, les hémocultures qui ne seront pas techniquées mais conservées en étuve et de quoi envoyer au CNR. Et on a préparé les procédures de triple emballage pour faciliter ça. Donc tout est fait au P3 et sorti au L2 pour les PCA multiplex. Ça pose bien sûr une question de formation avec une formation des professionnels de santé. On a 10 médecins infectiologues qui sont formés module 9 et on monte en charge pour avoir tout le service de docteur Thésée. Et on monte en charge pour les infirmiers et aides-soignants, sachant qu'on a besoin de former les personnels médicaux et paramédicaux d'autres spécialités, notamment réanimation, pédiatrie, et de se coordonner avec le service de santé au travail pour l'habilitation de ces personnels. On a fait 2 exercices fièvre hémorragique virale jusqu'à présent. Le premier, Crimée-Congo, qui était un transfert de Rangueil à Purpan impliquant le SAMU et le brancarbule, et un deuxième interne à Purpan. Et je ne sais pas si je peux vous montrer, visiblement, ça ne marche pas, tant pis, mais vous auriez vu passer le brancarbule dans le cadre de l'exercice. C'était intéressant et très pourvoyeur d'informations pour améliorer la prise en charge. Dans un principe de prise en soin qui est théorique, parce qu'évidemment, j'ai aucune expérience personnelle, mais le personnel habilité à prendre en soin ces patients doit être formé et il faut avoir des personnels de maladies infectieuses et de réanimation. Le lieu, c'est l'unité d'isolement spécifique ou l'UHI en fonction de ce qu'on a dans un ESR régional ou national, à la différence de la Turquie qui prennent en charge leurs patients dans des chambres seules. Les EPI, précautions renforcées, REB initialement si non excrétant, mais NRB4 si excrétant ou si on va au contact. Le diagnostic, la PCR Mplex Global Fever est surtout importante pour le diagnostic différentiel et la confirmation du diagnostic se fait par le CNRF hémorragique viral, par la RT-PCR jusqu'à J7, 10 comme le disait Simon, et ou la sérologie à partir de J4. Il faut anticiper un monitoring clinique avec au moins 4 passages par jour pour monitorer les constantes et les manifestations hémorragiques et une biologie au lit ou délocalisée en fonction de l'organisation, 1 à 3 fois par jour en fonction de l'état clinique, ce qui va donc impliquer une structuration importante avec les collègues biologistes, tout en limitant les procédures et le risque d'accident d'exposition au maximum. En termes d'équipement du patient, il est probablement important de poser une voie veineuse centrale avant le début de la phase hémorragique. Et on imagine poser des PICC lines sous échographie dans l'unité d'isolement spécifique pour ne pas avoir à poser une voie veineuse centrale en phase hémorragique. Simon a parlé des traitements de support, donc je passerai assez rapidement sur le traitement symptomatique, l'antibiothérapie empirique du patient en sepsis, outre la doxycycline. Les transfusions avec ce seuil de 10 000 en l'absence en hémorragique que les Turcs utilisent pour transfuser et ce que les Espagnols ont fait dans le deuxième cas clinique que je vous ai montré. Stopper les règles chez les femmes avec des agonistes de la GnRH si il y a des règles pour limiter le risque hémorragique. Les traitements spécifiques, je vais passer rapidement pour pas prendre trop de temps, mais la ribavine en phase précoce, très faible niveau de preuve, un peu plus en traitement post-exposition, comme Simon vous l'a dit, et les anti-inflammatoires en phase hémorragique. Alors là, ça se limite sur des considérations physiopathologiques et quelques case reports, c'est tout. Les déchets générés vont être extrêmement importants, donc il faut anticiper les circuits d'évacuation plusieurs fois par jour. Et pour les accidents d'exposition pour les professionnels de santé, le traitement post-exposition avec la ribavirine. Pour parler de ribavirine, j'emprunte ici des diapositives d'Alban Danani d'un séminaire de la COREB de 2024. On dispose de ribavirine non pas intraveineuse mais orale, avec des posologies de traitements curatifs qui sont édictées ici, de traitements post-exposition édictés ici, avec 2 éléments. Un, cette ribavirine est utilisée en AAC, et donc passera par une validation par la NSM. Deuxièmement, les ESR sont censés prépositionner la ribavirine dans les PUI, même si on doit avoir l'aval en AAC pour l'utiliser. Et à Toulouse, au 18 mai, on avait 45 jours de stock. Ça peut vous paraître important, mais on a beaucoup d'hépatite E dans le coin. Donc, on utilise la ribavirine pour ça. Donc, on est relativement équipé.
Et on a positionné la ribavirine et la doxycycline dans les traitements si c'est un cas suspect de fièvre hémorragique Crimée-Congo, à prépositionner dans l'UIS en accueillant le patient. Voilà, 14 minutes 55, parfait. Merci de votre attention. Merci aux collègues des ESR pour le partage qui est toujours hyper enthousiaste, à la mission Corep pour tout ce que vous faites et au groupe Émergence, à la RS Occitanie qui a été très aidante pour nous structurer, Onder Ergonul dont Simon parlait qui nous a magnifiquement accueillis à Istanbul au mois de mars et c'était vraiment très utile. Et puis je termine par remercier les conseillers et conseillères techniques de l'ESR et le groupe PREB avec des infectiologues, des pédiatres, hygiène, virologie, réanimation. Et avec un merci tout particulier à Christelle Granier et Blandine Garrigue qui sont nos deux cadres qui sont extrêmement aidantes. Et un merci tout particulier pour Anne Reynaud-Lambinet qui a beaucoup contribué à l'organisation de l'ESR et qui quitte le CHU de Toulouse pour venir la conseillère médicale et scientifique du centre de crise sanitaire au 1er juin 2026. Bonne route Anne et j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. C'était une super présentation. Merci pour la préparation de Toulouse, qui est quand même un ESR régional, mais hyper en avance, hyper bien préparé. Il y a quelques questions sur le chat. Il nous reste 2-3 minutes. Il y a une question qui parle des labos. Pour savoir, les labos non équipés d'automates de routine, hémato-bioche, dans leur P3, sont-ils autorisés à quand même tester la biocourante? Si Jean-Michel Mansuy est connecté, qui est un des 3 virologues qui est impliqué, je suis preneur qu'il réponde. Mais sinon, pour les laboratoires qui répondent au référentiel COREP 2025 sur la biologie et la nécessité de pouvoir... C'est pas tant d'avoir les automates. On peut avoir les automates de biologie délocalisée au P3, mais il faut pouvoir les faire marcher 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est globalement ça le prérequis pour pouvoir prendre en soin ces patients-là. Donc j'aurais plutôt tendance à dire qu'avoir les équipements, c'est bien, mais si on peut pas les faire marcher 7-7 H24, je pense que c'est pas suffisant. Et Jean-Michel ou Christophe Pasquier ou Et bon, quelqu'un d'autre. c'est Jean-Michel qui va prendre le relais, mais nous, on a prévu de faire marcher ces instruments de biologie délocalisée pour la biochimie courante et la quantification du fibrinogène sont des instruments de biologie délocalisée que l'on maintient en dehors du P3 et que l'on rentre dans le P3 le jour venu. On a fait deux exercices de ce type qui se sont assez bien passés, qui nous ont permis de nous améliorer dans le cheminement des analyses. Et puis, on a un autre instrument qui est maintenu par le service d'hémato, qui est un petit instrument d'hémato, de numération de formules approchées et de plaquettes, qui est maintenu par l'hémato et que nous montons également dans le P3 le moment venu. On travaille donc dans un L3 sous haute P2 et on est dans l'attente d'une boîte à gants qui nous permettra d'avoir une barrière supplémentaire par rapport aux pathogènes. Donc, on n'a aucun problème par rapport à ça. Et on est arrivé à ne pas avoir, parce que, ce n'est pas une obligation et il faut espérer que ça ne devienne pas une obligation pour les ESR régionaux d'avoir une haute PSM3. Beaucoup de nos collègues en viro ont des PSM3 qui coûtent très très cher à l'achat, qui coûtent très très cher en maintenance et qui ne sont pas utilisés et qui prennent de la place dans les L3 et qui ne sont pas utilisés en routine parce que c'est pas leur vocation. Donc on a passé outre ce problème et on va recevoir d'ici peu de temps des boîtes à gants qui permettront de nous isoler un petit peu plus dans notre L3. Merci beaucoup. Pour continuer sur le sujet, il y a Manuel Etienne qui pose la question des labos qui auraient techniqué des prélèvements avant que le cas soit classé possible, voire confirmé, pour éviter de stopper toutes les chaînes. Demande s'il y a une conduite à tenir qui existe. Donc, toujours par rapport à la biologie, nous, on a des procédures qui permettent ça. À partir du moment où on a l'information de suspicion de fièvre hémorragique, l'information redescend vers les labos. Et cette information de suspicion vient de la part des cliniciens. Il est évident que ça nous est arrivé pour d'autres pathogènes, si les patients sont prélevés de façon un petit peu rapide, sans avoir la notion du risque, les examens passent sur les automates et les automates de routine, en dehors de ce que l'on connaît dans le L3 et va la vie, quoi. Donc ça, c'est quelque chose
qui est difficilement maîtrisable si les cliniciens, dès le départ, n'ont pas une suspicion et ne communiquent pas cette suspicion à la biologie en aval. Ok, très bien. Est-ce que tu veux, Morgane, juste que je complète mot de bouche vert? Donc, je crois qu'on voit rien sur ma caméra. Pour compléter ce qui vient d'être dit, aujourd'hui, le cahier des charges des ESR prévoit que ces patients pris en charge dans des ESR, ils disposent tous d'un laboratoire L3 et on n'est pas censé effectivement faire la biologie en dehors d'un L3. Ça, déjà pour la première question. Et pour la deuxième, la conduite à tenir qui a été retenue, qui a été expérimentée à Lyon, en l'occurrence, dans un cas de figure effectivement d'errance diagnostique et de prise en charge de patients dans différents labos de patients infectés d'une fièvre de Lassa et qui, au final, y compris des labos qui faisaient de l'immunologie, qui avaient pas forcément l'habitude de techniquer les échantillons sous des PSM, on a fait on a fait ce qui paraissait assez simple et vu avec la médecine du travail, c'est d'identifier les personnels qui avaient manipulé ces tubes sans protection. Ce qui avait été retenu, c'est le port de gants. Donc, si la manipulation s'était faite avec port de gants et PSM, les patients étaient identifiés et devaient signaler toute apparition de fièvre dans les 15 jours. Voilà, si les échantillons avaient été manipulés sans gants, il avait été mis en place par la médecine du travail une première visite, puis une seconde à une semaine, et pareil, suivi de la température du patient et consultation immédiate en cas d'apparition de fièvre. Merci Maud. Merci beaucoup. Donc, il reste quelques questions pour lesquelles on n'aura pas forcément le temps de répondre tout de suite parce qu'on doit enchaîner sur la partie Ebola. Mais on a noté toutes vos questions et on y répondra ensuite avec une foire aux questions si ça vous va. Merci infiniment, Guillaume. Et donc, on va partir sur cette fois-ci l'alerte Ebola qui est en cours en RDC actuellement avec une alerte OMS depuis une dizaine de jours. Et donc, on va laisser la parole à Alexandra Maille, qui est épidémiologiste chez Santé publique France et spécialisée dans les maladies infectieuses. Donc merci pour cette invitation pour vous faire un point sur cette épidémie en cours en RDC et en Ouganda. Donc c'est un point à date pour les données qui sont disponibles aujourd'hui, qui sont provisoires et sur lesquelles il y a des incertitudes un petit peu fortes. Je vais vous en parler plus tard. Donc Bundibugyo, c'est un des virus Ebola. Probablement vous n'étiez pas très familier avec, sauf exception jusqu'à il y a quelques jours. C'est un virus qui a été mis en évidence en 2007 à l'occasion de la première des deux épidémies au cours desquelles il s'est manifesté en Ouganda, donc en 2007, puis en RDC en 2012, avec à chaque fois un nombre de cas dont je vous ai mis ici les détails et nombre de décès et une létalité globale autour de 30 à 50%, donc pour ce qui va nous occuper pour la suite. Et à ce jour, c'est un Ebola presque comme un autre. Alors presque comme un autre, parce qu'à ce jour, pour ce virus, il n'existe pas de vaccin ni de traitement spécifique. Il y a des travaux de recherche en cours, bien sûr. Par ailleurs, comme les autres Ebola, c'est un virus qui doit être manipulé dans un laboratoire avec un niveau de confinement maximal. C'est un virus qui est soumis à la réglementation micro-organismes et toxines. Et les infections par ce virus sont à signalement obligatoire, et cela dès le cas possible, et donc avant la confirmation du patient, afin que des mesures puissent être prises. C'est la 17e épidémie de maladie et virus Ebola en RDC, donc ils ont un petit peu d'expérience quand même. Et l'épidémie précédente, elle avait eu lieu également en Ituri, sans eux, et au Nord Kivu dans les années 2018-2020, avec un nombre de cas qui avait dépassé les 3400 et lié au virus Ebola Zaïre, qui est celui qu'on voit le plus fréquemment dans les épidémies. Donc un petit peu de storytelling sur l'histoire qui est en cours avec les limites de ce condensé. Donc l'histoire commence peut-être
vers le mois de mars, avec des informations qui commencent à tourner sur divers réseaux sociaux, de nombre de malades importants, de cas groupés de décès. Et à cette période-là déjà, plusieurs patients pour lesquels il y a une suspicion d'infection à Ebola sont testés et vont donner des tests négatifs avec les dispositifs diagnostiques qui étaient sur le terrain, sans qu'on sache s'ils ont été mal utilisés ou si c'est un défaut de détection par ces dispositifs. Ils seront plus tard, pour certains, confirmés par le laboratoire de référence de Kinshasa. Et puis, il a été question aussi, c'est pareil, il n'y a pas de confirmation là-dessus, de 3 volontaires de la Croix-Rouge qui étaient en Ituri pour d'autres missions, qui auraient pris en charge des malades dans un hôpital et qui auraient pris en charge les corps de patients décédés et qui seraient à leur tour tombés malades et décédés sans diagnostic. Et puis, d'une manière un petit peu plus solide et vérifiée, le 24 avril 2026, donc on est déjà un mois derrière ça, le cas qui est actuellement considéré comme cas index a ses premiers signes. C'est un soignant qui travaille à l'hôpital de Bunia, qui va décéder quelques jours plus tard et pour lequel l'éventuel cas primaire n'est pas connu, puisqu'il est supposé que cette personne ne s'est pas contaminée par voie zoonotique, mais a probablement été contaminée par un autre patient. Mais donc c'est le cas le plus ancien considéré dans l'investigation jusqu'à maintenant. Le 5 mai, donc il s'est passé près de 2 semaines, l'OMS s'est alerté de plusieurs signaux, notamment des décès en excès, des clusters de décès familiaux et la survenue de décès chez 4 soignants en Ituri qui sont décédés dans un tableau clinique de fièvre hémorragique virale, mais sans confirmation diagnostique. Le 11 mai, un cas de fièvre hémorragique virale est hospitalisé en Ouganda, donc dans le pays voisin. C'est une personne qui est originaire de RDC, qui est arrivée malade pour se faire soigner, qui va décéder quelques jours plus tard, le 14. Et au moment de son décès, il y a une forte suspicion d'Ebola pour cette personne, mais malheureusement, malgré cela, le corps va être renvoyé pour les funérailles en RDC sans précaution suffisante. Le 14 mai, le diagnostic d'Ebola est confirmé en RDC sur plusieurs patients, on ne sait pas très bien lesquels, qui ont été, dont les échantillons ont été traités à Kinshasa par l'INRB. Et au regard des résultats des différentes PCR Ebola, il y a dès ce moment-là une suspicion d'infection par le virus Ebola Bundibugyo. Et ce jour-là, l'African CDC publie une alerte concernant donc l'Ouganda et la RDC. Le lendemain, le cas ougandais est confirmé diagnostiquement et l'épidémie est déclarée par le gouvernement ougandais. Et ce même jour, l'infection par un virus Bundibugyo chez les patients qui avaient été confirmés à l'INRB est rendue publique également. Donc ça, c'était le 15 mai, c'était il y a 15 jours, c'était le vendredi du grand week-end de l'Ascension. Le samedi, des premiers bilans remontent du terrain en Ituri avec des premiers bilans qui sont assez graves, qui font état de beaucoup de cas suspects, de beaucoup de décès inexpliqués, de clusters familiaux très importants. Et ce jour-là, un premier cas est identifié au Nord Kivu. Et le 17 mai, donc le dimanche, l'OMS déclare cette épidémie urgence de santé publique de portée internationale en raison des nombreux cas suspects, des clusters de décès et des difficultés d'intervention sur site. Alors pour en dire un mot, ce n'est pas la carte la plus récente, mais c'est une carte que je trouve assez, on va dire, jolie et didactique. Donc on est en RDC et en Ouganda, on est vraiment au centre du continent africain. Et en République démocratique du Congo, qui est donc un pays très très grand, on est vraiment loin de la capitale Kinshasa, on est à l'autre bout, on est en Ituri, Nord Kivu, et donc il manque maintenant le Sud Kivu juste en dessous, donc dans la région dite des Grands Lacs, avec un certain nombre de pays voisins, donc l'Ouganda, Rwanda, Burundi, le Soudan du Sud, qui a déjà une situation humanitaire assez catastrophique et qui n'a pas besoin de ce genre de problème en plus, et on est pour la RDC dans une zone de conflit avec des combats avec des milices soutenues par d'autres pays dont vous pouvez entendre parler de temps en temps aux informations, et une situation qui rend donc extrêmement difficile les interventions de santé publique, aussi bien pour prodiguer des soins que pour investiguer ou pour mettre en place des mesures permettant de limiter la diffusion du virus.
Alors, le bilan tel qu'il était hier soir et les quelques problèmes qu'il pose, et ces chiffres seront probablement déjà faux quand j'aurai fini de parler. Donc, en République du Congo, on a actuellement 1077 cas suspects, avec une courbe, une augmentation du nombre de nouveaux cas qui a été extrêmement rapide pendant quelques jours et qui maintenant commence à se tasser un petit peu. Donc, il y a probablement là-dedans du rattrapage. Ce sont des suspicions qui sont récentes, mais probablement des gens qui ont été malades avant. On n'a pas trop de courbe épidémique pour le moment. C'est un petit peu compliqué de commenter cela. Parmi ces 1077 cas suspects, 228 décès. Et parmi ces 1077 cas suspects, 121 cas seulement qui ont été confirmés. Et parmi eux, 17 décès. À ce jour, en RDC, plus de 2200 contacts ont été identifiés. Leur suivi est vraiment compliqué. 281 patients auraient été admis dans 17 CTE, ce qui est assez peu, 281 patients par rapport à 1077 cas suspects. Et ça fait partie des problèmes. Et vous avez peut-être entendu aux informations qu'un cas a été confirmé chez un ressortissant américain qui travaillait dans la région, qui vivait dans la région, qui est chirurgien, qui a été évacué en Allemagne et qui est désormais pris en charge en Allemagne. En Ouganda, 7 cas confirmés à ce jour, dont un décès. 3 cas qui sont des personnes venues de RDC pour se faire soigner, qui étaient malades durant leur trajet, ce qui pose déjà un certain nombre de soucis, comme vous pouvez vous en douter en termes de contact tracing. Et 4 personnes qui sont des cas secondaires du premier cas. Un chauffeur qui a ramené le corps en RDC et 3 soignants qui se sont occupés de lui. Alors, ce bilan pose un certain nombre de problèmes du fait de la situation globale de la région. D'une part, il y a dans la région une faible capacité diagnostique. Il y a eu beaucoup de questions sur la fiabilité des PCR GeneXpert pour faire le diagnostic de ce virus spécifique. Ces problèmes sont lentement en train de se résoudre. Il y a des tests, des kits de tests qui sont envoyés dans la région, qui arrivent doucement également parce que l'aéroport de Bunia a été fermé pour empêcher la dissémination. Donc cette capacité augmente très lentement et probablement dans les 1077 cas suspects, tout le monde n'est pas infecté par Ebola, mais ça, les confirmations viendront plus tard. Du fait de l'insécurité et de la violence dont je vous ai parlé, les investigations sont fortement compromises. Il est difficile de se rendre sur le terrain, notamment en zone rurale. Donc il y a une visibilité qui commence à se faire sur les zones urbaines, mais personne ne va dans les campagnes, d'où la forte incertitude sur les données. Le contact tracing avant-hier était rapporté pour ne concerner que moins de 20% des contacts qui avaient été identifiés. Donc pendant ce temps, bien sûr, l'histoire continue. J'ai vu passer hier un reportage de la BBC qui racontait l'arrivée dans un CTE d'une jeune femme qui était déjà fébrile depuis plusieurs jours, diarrhéique, qui saignait, qui avait été amenée sur une moto tenue par 2 personnes, une assise devant elle, une assise derrière. Et évidemment, on comprend bien qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, mais ce genre de choses, bien sûr, contribue à propager l'épidémie et c'est très compliqué de gérer ce genre de choses. Par ailleurs, dans la zone, il y a un problème de désinformation et de rumeurs. Beaucoup de gens qui disent que l'épidémie n'existe pas. Il y a déjà plusieurs tentes de prise en charge qui ont été détruites par des personnes qui habitaient sur place. Il y a également des grosses difficultés pour que les enterrements soient faits de manière sécurisée. Et pour le moment, il y a un refus dans la population de faire des enterrements dans lesquels il n'y a pas de contact avec la dépouille du défunt. Et puis, il y a une volonté de coordination africaine qui est très très forte, qui est vraiment euh, très ambitieuse, très intéressante, mais dont la mise en œuvre est difficile. Alors, l'évaluation de risque aux dates que je vous ai indiquées, mais qui est toujours valable aujourd'hui. Donc, l'évaluation de risque, et je vais surtout parler de ce qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire global, donc le reste du monde, au-delà de la région et du pays et des pays concernés. Elle est jugée comme plutôt faible en termes de menaces pour la santé publique, avec donc une confiance modérée dans les données. Et au niveau de l'Agence européenne de santé publique, le risque est considéré comme très faible pour la population de l'Union européenne et un peu plus élevé à peine pour des soignants qui pourraient se rendre sur place pour soigner, prendre en charge des patients. Donc les recommandations en France,
Elles sont dérivées directement, c'est-à-dire adaptées de manière très marginale d'un avis du Haut Conseil de la santé publique de 2022 qui a capitalisé tout ce qui a été fait sur l'épidémie d'Ebola d'Afrique de l'Ouest en 2014-2016 et sur les épisodes suivants. Il y a une conduite à tenir, il y a un questionnaire d'évaluation des patients suspects qui sont prêts et dont nous attendons le feu vert de notre tutelle, donc la Direction générale de la santé, pour pouvoir les rendre publics et vous les transmettre. Et on est en train de travailler sur le contact tracing qui pourrait être utile en France, soit parce qu'on aurait un cas, soit parce qu'on aurait des personnes qui reviennent de la zone et qui se déclarent comme contact. La zone à risque que nous considérons aujourd'hui, donc ce sont les 3 provinces de RDC concernées, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. On a décidé de ne pas aller plus finement dans les zones de santé parce que probablement la situation y est sous-évaluée et parce que c'est probablement plus compliqué lors de la prise en charge d'un patient. Et de la même manière, on a décidé de considérer l'intégralité de l'Ouganda parce que là aussi, il est difficile de savoir ce qui se passe vraiment. Et la recommandation, elle n'a pas changé. Donc un patient suspect, c'est quelqu'un qui soit revient de la zone à risque, soit quelqu'un qui a été en contact avec un cas hors de la zone à risque. Donc ça pourrait être quelqu'un qui est en contact avec un cas en France ou dans un autre pays, si d'autres pays se mettent à avoir des cas importés, et qui présente des signes cliniques évocateurs. Et le classement de ce patient suspect en cas possible doit être fait par une triade qui comprend le médecin en charge du patient au moment où cette suspicion est évoquée, avec l'infectiologue de l'ESR référent et le CNR, et il est impératif que ces 2 personnes soient associées dans ce classement. Pour mémoire, je vous ai remis ici les expositions à risque que je suis sûre que vous connaissez très bien, qui sont des contacts avec un fluide corporel de patients décédés ou vivants, manipulation, consommation de viande de brousse, ça pourrait quand même nous arriver au décours de cette épidémie. Bien sûr, exposition accidentelle dans un laboratoire qui gère des échantillons ou qui gère le virus. Contact avec des animaux sauvages, c'est peu probable, on préfère ne pas l'oublier. Et rapport sexuel avec une personne guérie de MVE, ce sera pour plus tard. Je vais très vite passer sur le cas particulier de Mayotte, pour lequel nous avons considéré que le risque d'introduction est tout aussi faible qu'en métropole, mais où les conséquences d'un cas seraient un peu plus élevées, a fortiori si on se trouvait avec un patient qui soit dans un camp de migrants, qui soit en situation irrégulière et qui ne souhaite pas répondre aux questions, ou éventuellement quelqu'un qui soit là et qui ait été contaminé par une personne ayant voyagé depuis la RDC. Les documents sont en cours d'adaptation pour ces situations-là et je ne vais pas m'y étendre pour le moment. Sur les capacités diagnostiques en France, et j'ai presque fini. À ce jour, l'ensemble des diagnostics doit être réalisé au CNR et nulle part ailleurs. Le CNR des fièvres hémorragiques virales est ouvert et a une astreinte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, je vous ai remis ici le numéro de téléphone. Je vous ai mis aussi l'adresse mail, mais évidemment, pour discuter d'un cas, pour demander un diagnostic, c'est le téléphone. Il n'est pas question d'envoyer des échantillons sans avoir un contact au préalable. Normalement, ces échantillons ne devraient être envoyés qu'après classement et sont disponibles au CNR, une PCR filovirus générique, une PCR spécifique du virus Bundibugyo et des PCR des autres ébolavirus. Il n'est pas envisagé de faire de sérologie pour le moment. Un tout petit peu de lecture pour finir. Vous aurez les diapos, donc je vous ai mis les liens vers les sites web, vers les différents documents officiels et 3 articles sur les épidémies précédentes d'Ebola Bundibugyo. La littérature va augmenter très 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 vite, mais ça c'est donc l'histoire du Bundibugyo. Et pour finir, donc, dans ce pays qui est très très beau, cette crise va durer malheureusement pour ses habitants. Les chiffres que je vous ai présentés, les lieux et les évaluations sont amenés à évoluer très vite et probablement ce que je vous ai dit là ne sera plus valable dans quelques jours. L'évaluation des patients suspects pour être classés ou non en cas possible, elle est cruciale. D'une part parce que eh bien, manquer un cas, ça peut entraîner une chaîne de transmission qui est d'autant plus difficile à rattraper après, mais classer un cas par excès, c'est également une perte de chance puisqu'il faut après le transporter vers un ESR et donc c'est des patients dont la situation peut devenir vite compliquée. Il faut savoir qu'en France, on a beaucoup de ressources.
On a l'expérience accumulée à la fois des signalements qu'on a eus durant l'épidémie d'Afrique de l'Ouest, mais également l'expérience et l'expertise de plusieurs soignants français qui ont travaillé sur des épidémies d'Ebola en Afrique. Donc on a toutes les capacités de se préparer sans affolement pour être prêt. Je pense qu'on le saura assez facilement. Et également, ce sera notre rôle à tous de lutter contre la désinformation et les rumeurs qui vont commencer à arriver très 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 vite et qui, là aussi, risquent de mettre en difficulté des personnes non malades mais revenant de la zone. Et j'ai été un petit peu longue, je vous prie de m'en excuser. Merci beaucoup, Alexandra. C'était passionnant. Ça permet de faire une bonne mise au point de ce que l'on sait et de ce que l'on ne sait pas encore et de ce quoi on doit se préparer. Hein, donc, vigilance à tous. Il y a un certain nombre de questions, certaines auxquelles on peut répondre, d'autres non, et pour une histoire de temps et aussi de réponses possibles. Je vais en sectionner une, là, déjà, qui est dans le chat. C'est au niveau de la décision. Quand on parle de cas suspects avec signes cliniques, la fièvre était indispensable dans cette définition ou pas? Ou est-ce que. Alors en fait, je pourrais te répondre d'une manière très facile. Je ne suis pas clinicien, donc je ne vais pas répondre, mais je vais répondre quand même. Dans Ebola, en tout cas Zaïre, il y a un certain nombre de patients qui ne présentent pas de fièvre. Donc c'est vraiment là qu'est l'intérêt de la décision collégiale, c'est-à-dire que a fortiori si c'est pas facile, si c'est quelqu'un qui revient de la zone, qui a des signes très très graves, ça va être simple de classer. Mais a fortiori, si c'est pas facile, si c'est pas évident, c'est là que l'expertise du CNR et de l'infectiologue de l'ESR sont vraiment très importants pour que la décision soit prise collégialement. Et je vais redire ce que je disais déjà il y a 10 ans, la collégialité protège tout le monde et permet à tout le monde de ne pas prendre de mauvaises décisions. Entièrement d'accord. Hein. Donc, probablement que ce ne sera pas quelque chose de bloquant dans la définition Non, ce n'est pas bloquant. Qui est pour l'instant sous embargo, mais qui devrait arriver bientôt. Alors, elle est sous embargo, mais elle ressemble tellement à celle de l'avis du HSP qui, lui, est public, que si vous avez un besoin urgent, je vous incite à aller télécharger ce document. Voilà. Et puis, comme tu le dis, au sein des ESR, et qui ont chacun donc une astreinte de classement H24, vous devriez trouver au bout du téléphone un praticien qui connaît quand même les formes cliniques possibles et qui aidera avec, bien sûr, l'expertise du CNR et puis après du bon sens à peser le pour et le contre pour prendre la bonne décision. On va passer. Il y a peut-être une toute petite chose que je vais dire. Je m'excuse François, je m'excuse Marie, avant de rendre le micro. Chez les patients non excrétants, on a quand même toujours la possibilité de parler avec la personne, de rester calme, d'essayer d'obtenir des informations et on peut parler avec les gens sans être contaminé. Et vraiment, il y a 10 ans, ça a été un très très gros problème, le fait que des craintes qui étaient légitimes par mes connaissances faisaient qu'on ne parlait pas aux gens, qu'on les enfermait et qu'après on attendait pour que quelqu'un d'autre gère. Et vraiment, on peut parler à ces personnes pour les rassurer, pour avoir des informations fiables. Et j'arrête, je me tais. Et de même, pour renforcer le coup sur les cas contacts asymptomatiques, cette maladie-là, quand on est en phase d'incubation et qu'on n'a pas de symptomatologie, on n'est pas contagieux. Donc, on va passer à la dernière intervention de Marie Jaspard, qui travaille à l'hôpital Saint-Antoine, mais pas que. Hein, on a la chance d'avoir dans cette task force une personne qui est à cheval sur le terrain depuis de nombreuses années en Afrique sur la gestion de cliniques et de recherche sur les fièvres hémorragiques virales et qui maintenant a posé de manière, on va dire, un peu plus définitive son sac à Saint-Antoine, ce qui ne l'empêche pas de repartir régulièrement et d'être extrêmement impliqué dans la réponse internationale et sur les programmes de recherche qui sont en train de mettre en tout cours pour traiter les patients. Marie, c'est à toi. Merci beaucoup François, je suis presque intimidée par cette grande présentation. Je te remercie beaucoup. Donc effectivement, moi je travaille à Saint-Antoine, mais comme l'a dit François, je travaille aussi beaucoup sur le continent africain pour les épidémies de fièvre hémorragique virale, surtout Lassa et Ebola. Donc, pour être clair, je suis là présentement à Paris. Je ne suis pas encore partie sur le terrain, donc je ne peux pas vous donner des photos que j'ai faites moi sur le terrain, mais j'ai des retours
au moins verbaux, sans photo, par les collègues. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe et en prenant l'exemple très largement d'Ebola Zaïre, où là, pour le coup, j'y ai passé beaucoup de temps et puis on a beaucoup d'informations là-dessus, parce que ça ressemble, enfin, ça a l'air très, très, très similaire, ces deux épidémies. Merci Alexandra de cette présentation qui était vraiment très, très bien, très, très claire et qui illustre bien le problème, c'est-à-dire qu'on a des chiffres sur lesquels on ne sait pas si on peut s'appuyer. En un mot, les collègues sur le terrain disent c'est extrêmement compliqué, il y a du virus partout, il y a des patients partout, la situation n'est pas du tout sous contrôle, les patients circulent partout, les contacts circulent partout, la zone est donc sinistrée par la guerre. Donc la situation est extrêmement inquiétante et le nombre de cas, en effet, augmente très vite. Après, je rejoins Alexandra, il faut qu'on reste tous calmes. On est des médecins, des scientifiques, des cliniciens, toutes sortes de professions médicales, et on sait gérer ça, on a l'habitude, on s'est formé au cours du temps, et donc je pense qu'on va y arriver. Et l'autre point, c'est que les Congolais et les Ougandais sont les experts mondiaux d'Ebola. Et donc, même si c'est compliqué pour eux aujourd'hui, ils connaissent tout ça, ils savent ce qu'il faut faire, et donc on va finir par y arriver. Alors moi, je vous ai remis le mode de transmission ici, et c'est normalement propre à tous les Ebola virus, ce spillover. Donc il y a, comme vous savez, un spillover animal par la chauve-souris et par les mammifères de la forêt. Et ensuite, donc un passe à une circulation animale. Et ensuite, il y a un spillover de l'animal à l'homme qui se fait à l'occasion ou d'une manipulation d'une chauve-souris, ou de manipulation de viande de brousse, ou manipulation de fruits qui ont été, par exemple, grignotés par une chauve-souris et qui a laissé donc des sécrétions. Et donc, dès lors que la maladie est chez l'animal, ce qu'on appelle donc chez l'homme, pardon, ce qu'on appelle donc le spillover initial, la maladie circule chez l'homme. Et donc, tout le monde essaie toujours de trouver à quel moment la maladie est passée de l'animal à l'homme, ce qu'on appelle à nouveau le spillover. Comme ça, vous aurez appris ce mot qui est très, très chic. Et donc, une fois que ça circule chez l'homme, il n'y a plus de notion d'animal ou quoi que ce soit. C'est plus tellement le sujet, c'est la circulation interhumaine. Je rejoins Alexandra pour dire qu'effectivement, c'est pas une maladie respiratoire au sens Covid du terme, c'est une maladie liée au liquide biologique, tout liquide biologique confondu, mais alors vraiment tous en effet. Donc en effet, théoriquement, la sueur aussi peut transmettre, hein, sur une peau lésée, la sueur peut transmettre. Euh, c'est une maladie donc avec un risque nosocomial très fort, surtout en France. Il est vrai qu'au Congo, les familles prodiguent beaucoup de soins à leurs malades, même des malades qui sont très malades. En France ou en Europe, on fait moins ça. En général, quand on a un malade chez nous, on l'emmène à l'hôpital assez rapidement. Donc cette transmission interhumaine assez appuyée au Congo ou en Ouganda va être plus dirigée vers les soignants en Europe. Donc il faut qu'on soit tous bien, bien préparés. Il est important de parler de la transmission sexuelle, Alexandra l'a évoqué. C'est une maladie qui donc, touche tous les fluides biologiques, tous sans exception, avec une possibilité de constitution d'un réservoir viral. Et là, je parle de similitude avec le Ebola Zaïre. C'est tout ce qu'on sait sur Ebola Zaïre. Il y a peu de raisons de penser que ce sera différent sur Bundi. Euh, et donc ce réservoir viral donc du virus va se loger dans les liquides génitaux en général et peut faire des résurgences. C'est ce qui s'est passé en Guinée en 2021, avec finalement un cas index qui était probablement un porteur sain de l'épidémie de 2014-2016, qui a présenté une résurgence avec à nouveau depuis des réservoirs cachés de l'excrétion virale et qui a contaminé par voie sexuelle possiblement un certain nombre de personnes et qui a déclenché une épidémie en 2021 avec exactement le même virus que 2014-2016. Et donc ça, il faut l'avoir en tête. Alors, ça sera plutôt un problème plus tard, quand on aura beaucoup de survivants. Mais pardon, il faut avoir en tête que cette transmission sexuelle peut être l'origine de nouveaux foyers épidémiques. Sur Bundibugyo, bon, on a très peu de choses, hein. Il y a 2 ou 3 études qui ont déclaré les deux épidémies, qui ont décrit, pardon, les 2 épidémies précédentes. Donc là, c'est une de ces 2 études que je vous ai mis ici en termes de signes cliniques. Alors ça ressemble à toutes les fièvres hémorragiques virales, hein. C'est à peu près toujours le même tableau qu'on fait, avec une incubation à peu près enfin, pareil que les autres, 2 à 21 jours, avec une médiane autour de 6-7 jours. Et puis, alors, un syndrome viral. Enfin, vraiment, vous les avez tous vus dans la dengue, peut-être certains pour le CCHF. On en voit la même chose dans l'ASA aussi. Et donc, tout ce syndrome viral. Et je vous ai mis une similitude avec, à nouveau, Ebola Zaïre, parce que c'est compliqué, hein, de séparer les deux. Il y a quand même vraiment 3 phases. La première phase, qui est le tout début de la maladie, où il y a des signes non spécifiques de fièvre. Alors, pas à 100% effectivement de la fièvre, mais quand même très souvent. Moi, ces patients-là, quand on les voyait arriver en Guinée, c'était des gens en très très bonne santé habituellement, qui étaient complètement terrassés par des myalgies, une asthénie extrêmement importante et quasiment tout le temps de la fièvre. À ce moment-là, on peut encore avoir une
une prise en charge, alors pas ambulatoire dans le sens à l'extérieur de l'hôpital, mais en tout cas avec une administration orale de fluide. Il y a une deuxième phase qui devient très digestive sur Ebola, avec des diarrhées, des vomissements, douleurs abdominales. Et cette phase-là, évidemment, est très contagieuse, hein. Toutes ces sécrétions sont très pourvoyeuses de transmission. Là, il faut mettre de l'administration de liquide intraveineux. Et la troisième phase, et là, en général, on a du mal à les récupérer, avec finalement des signes hémorragiques très importants. Les patients Ebola saignent beaucoup, c'est assez impressionnant. Ils se mettent assez rapidement en choc hypovolémique, en choc hémorragique, insuffisance d'organes à peu près de partout, et puis atteinte neurologique en bout de course. Et en général, là, on a vraiment beaucoup de mal à récupérer les patients dans cette troisième phase. Il y a juste, je reviens là-dessus, il y a deux, trois petits signes qui ont l'air un peu plus dédiés aux présentations des virus Ebola. C'est donc le hoquet. On a l'impression que les gens qui ont le hoquet, enfin que ça pourrait être un signe assez distinctif d'une infection, excusez-moi, à maladie à virus Ebola, toute confondue. Et puis cette espèce de difficulté à avaler, de douleur à la gorge, qui aussi est un peu qu'on voit beaucoup en fait dans Ebola et qui est bon, c'est pas spécifique, hein, mais ça doit vous y faire penser en tout cas. Évidemment, s'il y a des saignements, normalement vous allez y penser. Ce qui est difficile, c'est d'attraper les gens qui sont encore en phase virale simple et d'en faire des suspects Ebola si c'est justifié. Sur le plan biologique, alors, ils sont pas si mal sur le plan hématologie, ces patients. En tout cas, ils n'ont pas d'hyperleucocytose en général. Ils ont parfois des plaquettes un peu basses, mais finalement assez peu souvent. C'est pas un signe aussi important que notamment dans la dengue. Sur ce papier-là qu'on a publié, ça se voit moins, mais sur d'autres papiers, ils ont une insuffisance rénale modérée, mais existante. Ils sont très peu inflammatoires, bien entendu. Et puis, ils ont une atteinte hépatique. Donc ça, effectivement, il faut que vous y pensiez sur un certain lot de fièvre hémorragique avec une atteinte hépatique. Alors, ça ressemble à toutes les autres, hein, on est bien d'accord. Mais il faut bien y penser devant l'atteinte hépatique. Et puis, évidemment, après, on fait des charges virales. Je vous ai mis ici pour faire le diagnostic et puis pour évaluer la quantité de virus dans le sang via des CT, comme on l'a fait sur toutes les autres viroses. On avait fait, nous, alors on s'en sert pas, c'est chacun son choix. On avait fait un score de prédiction du risque parce qu'en fait, la grosse question qui se pose sur le terrain, et vous verrez les photos juste après, c'est vous avez un patient confirmé qui arrive, enfin qui arrive et qui est rapidement confirmé. Et la question, c'est est-ce que vous vous mettez dans la tente, alors on était en RDC, dans la tente des cas confirmés normal ou bien dans une espèce de zone de réanimation que je vais vous montrer ensuite. Et ça, c'est très important alors, pour le triage en zone épidémique, parce qu'en effet, il faut qu'on arrive à sauver ceux qui sont à risque de se détériorer rapidement. Et donc, on avait fait ce score qui se basait sur les facteurs de risque de mortalité à J28, donc les enzymes hépatiques, l'âge, la créate, le délai entre le premier symptôme et l'admission, le NEWS2, qui est un score clinique assez simple à utiliser, qui comporte globalement les constantes vitales et l'atteinte neurologique. Et puis la CT du virus Ebola, donc Zaïre à l'époque. Et puis on avait établi comme ça ce score avec 3 niveaux de sévérité. Et donc en effet, les patients qui arrivaient avec un score élevé de gravité, il fallait qu'ils soient mis immédiatement dans la zone dite de réanimation. Je vais vous montrer juste après. Donc c'est publié, donc vous avez accès à où vous voulez, mais c'est intéressant pour faire du triage qui est extrêmement important. Alexandra l'a bien montré, il y a des dizaines de cas qui arrivent. Moi, en Guinée, je me souviens de voir arriver 50 personnes d'un coup en 3 heures. Et là, vous avez intérêt à être rapide sur votre triage, parce que sinon, vous allez rater les patients les plus graves. Donc, sur le Bundibugyo, il n'y a pas de traitement spécifique, comme l'a dit Alexandra, pas de vaccin spécifique. La stratégie, c'est de les isoler, et c'est là-dessus qu'on court un peu après en RDC actuellement. On n'arrive pas à isoler tous les cas. Il n'y a pas assez de CTE pour mettre les patients dans des centres isolés et pris en charge. Et il faut absolument, ce qui sauve les gens aujourd'hui, c'est les soins de support. Ça a toujours l'air d'être la dernière roue du carrosse, mais c'est pour le coup ici la première roue du carrosse et c'est très très important. Je vous rappelle qu'en 2014-2016, dans la grande épidémie, il y avait une mortalité autour de 50% en Afrique, mais parmi toutes les personnes qui avaient été traitées en Europe et en Amérique, il y avait 18% de mortalité. Donc ça veut dire qu'en faisant des soins de support de qualité, on baisse quand même drastiquement, tout ça sans traitement, on baisse drastiquement, traitement spécifique, je répète, donc on baisse drastiquement la mortalité dans ces contextes-là. Donc 2014-2016, Afrique de l'Ouest, on n'a pas de traitement, on n'a rien, on n'avait pas le droit de faire de prise de sang, on ne pouvait rien faire, et on n'avait pas le droit de mettre de voie veineuse, on avait le droit de rien faire parce que c'était à risque de contamination pour les soignants. Alors je vous rassure, on n'a pas écouté les instructions.
On a quand même mis en place des traitements IV et fait des bilans biologiques, mais c'était quand même extrêmement difficile parce qu'il y avait beaucoup de patients et qu'on n'avait pas les infrastructures pour. 2018, la grande épidémie du Nord Kivu, la 10e épidémie au Nord Kivu, là, on a eu beaucoup plus de soins de support à disposition. On avait appris de 2014 et donc on avait beaucoup plus d'éléments thérapeutiques pour ces soins de support. Donc la biologie, ça a l'air de rien, mais quand on n'a pas de biologie, c'est très compliqué de gérer des chocs. Une tension artérielle en continu, un système d'échographie, des traitements type antibiotiques, antivalidéens, transfusion, oxygène, dialyse, enfin tout était à peu près disponible. Pas facile, hein, vous allez voir dans les conditions dans lesquelles on travaillait, c'était pas facile, mais il faut vraiment que actuellement en RDC, on mette le paquet sur cette partie-là dès qu'on aura commencé à construire des CTE qui fonctionnent. Ça, c'était pour vous montrer juste la photo du CTE de Conakry en 2014. Ben, croyez-moi sur parole, c'est moi, l'espèce de machin en jaune là. Donc c'était très lourd et c'est toujours très lourd l'équipement de protection. Vous l'avez peut-être déjà vécu dans vos différents services. Mais là, il fait en plus 35 ou 40 degrés dehors, donc autant vous dire qu'il fait vraiment très chaud à l'intérieur. Et donc on reste à l'intérieur que 45 minutes. Donc on écrit sur notre manche avec un feutre l'heure d'entrée et quelqu'un nous dit, nous hurle à travers la clôture, toi là-bas, ça fait déjà 45 minutes, il faut que tu sortes maintenant, sinon tu vas tomber dans les pommes. Et ça arrivait assez régulièrement. Et donc, vous voyez ce centre qui était donc en plein milieu de l'hôpital de Donka. C'est que des tentes, donc vous avez des tentes confirmées, tentes suspects, et après des sorties. Je vous le mets en plus près. Donc, évidemment, il y a tout un enjeu de gérer le matériel, hein, toutes les bottes qui sèchent, bottes qui étaient très chaudes pour la température. Et puis ça, sur la photo de droite, c'est intéressant à avoir en tête. Vous imaginez que si vous êtes à l'intérieur et que vous prenez des constantes et faites un examen clinique à 5 patients, vous n'avez aucun moyen de faire sortir l'information, puisque vous n'avez pas le droit de faire sortir un papier, un dossier, quoi que ce soit. Et donc là, vous voyez le bonhomme en jaune dans les fleurs, il transmet au bonhomme en vert à l'extérieur les constantes de tous les patients qu'il a vus autour de son tour, au cours de son tour. Donc c'est hyper chronophage, vous imaginez bien qu'on perd énormément de temps. On a amélioré ensuite, hein, mais il y a des situations où ça reste encore comme ça, quand les choses ne sont pas encore déployées. Bon, ça, c'est là où on incinère les déchets. Alors, vous imaginez que ça fait encore monter la température. Et ça, c'est le déshabillage. Vous êtes dedans depuis 45 minutes, vous êtes épuisé, vous avez perdu 3 litres d'eau en transpiration. En général, on sortait 2 verres d'eau des bottes de sueur en fait, qui coulaient le long des jambes après la sortie. Donc, c'est vraiment, sur le plan physique, très difficile. L'intérieur, ça ressemble à ça. Donc, ces espèces de chambres, c'est toujours en mou, si je puis dire, hein. C'est souvent des centres temporaires avec du plastique qui fait les cloisons. Et vous voyez qu'en fait, parfois, c'est aussi assez sympa, là, cette petite famille qui était en train de guérir et était en train de sortir de là et voilà, qui a survécu. Et donc, voilà, il y a aussi des belles choses. Et en bas à droite, donc ça, c'est la sortie d'un enfant. En haut, qui est toujours assez vite célébré parce que les enfants sont très malades et avec une mortalité très élevée. Et en bas à droite, vous voyez qu'on leur donne un certificat de guérison pour leur permettre de retourner dans la communauté parce que sinon, ils sont extrêmement stigmatisés. En 2019, en RDC, ce qui est la grosse épidémie la plus récente, en effet, avec beaucoup de patients, il y a eu plusieurs centres de traitement qui ont été déployés. Vous avez des photos ici, ça ressemble toujours à ça aujourd'hui, hein, les centres de traitement, c'est toujours des trucs en plastique et en mou. Et ça, c'est le centre de Béni. Donc, c'est là que je vous expliquais l'histoire de la réanimation. En fait, le patient rentrait par cette tente-là, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, en tout cas, l'espèce de machin rond, là, ça, c'est la partie, ce qu'on appelle la réanimation. Alors, vous allez voir, c'est une réanimation un peu dégradée, mais c'est la réanimation. Et les autres tentes qui sont ici, c'est les tentes des patients confirmés non réanimatoires. Donc, il y a vraiment deux espaces. Donc, dans votre triage, vous devez vraiment réussir à séparer vos patients entre les deux positions. Et c'est ça la réanimation. Donc, on a maintenant des cubes, qui sont une espèce d'énormes boîtes en plastique. Vous voyez qu'il y a toujours un bonhomme en jaune qui est à l'intérieur et qui a eu du mal à s'habiller et se déshabiller, mais il y a aussi un bonhomme en bleu ici qui, lui, n'est pas à l'intérieur. Lui, il est complètement à l'extérieur et il rentre dans l'énorme sac en plastique qui est là pour pouvoir prendre en charge le patient. Et vous voyez aussi que tout son monitorage à ce patient est à l'extérieur. On peut changer son pied à perf, sa poche de perfusion, on peut changer tout ce qu'on veut à l'extérieur. Donc ça, c'était une grande avancée et grâce à ça, on a pu faire des soins de qualité pour ces patients, ce qu'on appelle réanimatoire sur le terrain. On peut dialyser, on peut transfuser, on peut mettre des antibiotiques, tout ce qu'on veut via ces bulles-là. Donc je vous en ai remis plusieurs, hein. Ça change beaucoup. On peut aussi mettre la clim à l'intérieur de ces cubes, ce qui est quand même beaucoup plus facile pour les équipes qui sont en équipement de protection individuelle. Donc ça, c'est l'unité de réanimation du CTE de Béni en 2018. Voilà. Et ça, c'est la visite du professeur Denis Malvy, ici présent, dans l'unité de réanimation du CTE de Béni en 2018.
Qu'est-ce que je voulais vous dire ici? Ça, c'est les soins de support qu'on a pu donner en 2018. Donc, je vous l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, mais vous voyez qu'on a quand même fait des progrès entre 2014 et 2018 parce qu'on a pu donner autre chose que rien du tout. Donc, transfusion, oxygène, cathéter, sonde urinaire, cathé osseux, tout ça, ça a pu être administré. Donc, on espère que tout ça va pouvoir se mettre en place et on va travailler pour se mettre en place sur l'épidémie de Bundi actuellement en RDC. Et je vais finir par cette diapo parce que j'ai pas pu m'en empêcher. Donc, vous voulez que je parle de clinique et de terrain, mais je fais quand même une diapo sur la recherche parce que c'est ce qui occupe mes jours et mes nuits depuis plusieurs jours maintenant. Euh, donc, effectivement, il n'y a rien, faut bien se le dire, mais il y a quand même beaucoup de perspectives. Depuis 2014, on a beaucoup avancé sur le prépositionnement de protocoles de recherche pour pouvoir se déployer très rapidement. Et donc, il y a un protocole thérapeutique qui est prêt, qui devrait se déployer dans les jours à venir normalement, qui évaluera ces deux médicaments, donc un anticorps monoclonal et le remdesivir. Sur le plan vaccin, on est moins bien équipé. On a une possible réactivité croisée avec le vaccin Ebola Zaïre qui, lui, est commercialisé, qui potentiellement protégerait peut-être, je mets beaucoup de réserves contre le Bundi, mais c'est vraiment une grosse discussion du moment. Il y a d'autres vaccins qui sont dans le pipeline, mais qui ne sont pas assez avancés pour être évalués aujourd'hui. Ça va accélérer, j'espère. Et puis moi, je travaille sur la prophylaxie post-exposition, c'est-à-dire les contacts à haut risque, des gens qui ont vraiment été en contact très rapproché avec des personnes qui sont sécrétantes, qui ont des sécrétions, et on va essayer de leur administrer donc l'obeltécivir, qui est un antiviral direct, dans un essai qui s'appelle EOBEP et qui présentera ce design-là. Je n'ai pas été dans le détail, je peux vous envoyer les slides de toute façon, mais voilà, c'est pour vous dire qu'on ne chôme pas sur la partie recherche non plus et qu'on essaye d'avancer et qu'on est bien mieux préparé en recherche qu'on l'était en 2014 et 2016. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, il y avait la question un petit peu donc, au niveau on parle de fluides. Les fluides, donc il y a le sang, mais aussi donc, les différents excrétas. Ce qui est aussi de la sueur, larmes, les choses comme ça, on a des datas. Et est-ce qu'on a des informations sur cette souche Budibundio actuelle en termes d'état clinique, si elle est très excrétante par rapport à d'autres qui avaient été déjà vues? Par exemple, s'il avait été, il me semble à un moment donné, évoqué que l'une des raisons en 2014-2015 hors de fait que ça soit dans une zone qui n'était pas forcément une zone inédite, qui était la Guinée, que c'était une souche qui était particulièrement diarrhéique et donc qui avait posé beaucoup de problèmes en termes de contrôle direct des excrétas. Alors, il n'y a pas de données publiées, mais les collègues du RDC qui connaissent très bien Ebola Zaïre voient aucune différence clinique avec ce qui est actuellement là. Après, à nouveau, comme l'a dit Alexandra, tout change très rapidement. Donc, mais aujourd'hui, les collègues ne sont pas du tout dans une situation où ils découvrent des choses sur la clinique. Donc, pas de spécificité clinique. D'accord. Au niveau, donc, moi, c'est une question d'ordre personnel, parce qu'effectivement, le cube, il a quand même changé pas mal de choses. Là, en termes de logistique, Alima est en mesure de pouvoir en positionner un nombre qui semble suffisant en termes de stock, les choses comme ça, et aussi de positionner une personne qui savent se servir de ces équipements-là, que ce soit sur le terrain avec les grands spécialistes qui, comme tu le rappelles, sont les Congolais et puis les Ougandais, ou pas, quoi. Oui, Alima est déployé, MSF est déployé, MSF utilise les cubes d'Alima parce qu'ils sont d'avoir au fur et à mesure plus tellement les cubes d'Alima, ils sont les cubes de tout le monde. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Après, le problème des cubes, c'est que on met un patient dedans et quand on est en phase submersive comme on l'est actuellement, c'est très compliqué parce qu'il faut très bien trier. Mais des cubes se déploient. Je ne peux pas vous dire combien parce que c'est extrêmement compliqué là de suivre exactement dans le détail jour par jour, mais le cube fait partie du paquet, du gros paquet de matériel que Alima déploie en contexte épidémique. Il y avait les questions un petit peu donc de Mayotte aussi qui reviennent, qui sont effectivement classées. On a bien dit, Alexandre l'a dit, la France globalement c'est faible, très faible. Ça l'est aussi pour Mayotte, mais avec une petite spécificité avec des connexions possibles directes avec le bassin du Congo. Je pose la question pour les deux. Il y a des choses qui vont sur des restrictions un petit peu de circulation de population sur ces trajets-là. Et est-ce que c'est classique d'avoir, de manière pragmatique, un trajet migratoire de moins de 21 jours
entre l'Ouganda, par exemple, ou cette zone de la RDC, et puis les Comores, Mayotte? Alors, pour donner des éléments de réponse, donc on a une surveillance à base communautaire sur Mayotte avec des associations qui interviennent, notamment dans des endroits où il y a des migrants qui ne veulent pas aller vers des zones de soins normales, enfin classiques, pardon, pas normales, classiques. Et en fait, ce qui nous indique, c'est que le délai de trajet, il est très très variable. Et qu'en gros, avec un bon passeur et un bon circuit, et avant l'épidémie, il y avait des gens qui arrivaient à Mayotte depuis la RDC en 7-8 jours. Donc on a l'idée quand même que ça va être ralenti par l'épidémie, mais pour autant ça reste possible. Ce qui nous plus, c'est pas tant le risque d'introduction que le risque d'avoir une chaîne de contamination si un patient arrive de RDC à Mayotte, parce que ces personnes vont avoir un recours aux soins moindres, vont moins vouloir raconter leur véritable histoire, et c'est là qu'on risque de perdre un petit peu de temps, donc la période qui est avant le soin, en fait. Donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler avec l'ARS pour voir tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour combler un petit peu ça, et je laisserai quelqu'un d'autre répondre sur la partie soins. Alors moi, ouais, moi non, mais peut-être Xavier. Je peux répondre, ouais, parce que on a travaillé ça, c'est ce que disait Alexandra, et elle a donné les informations qui ont été aussi apportées sur des discussions qu'on a eues au ministère, hein. C'est qu'en termes de délai d'incubation et de durée de trajet, même s'ils sont irréguliers et chaotiques, on peut rentrer dans les clous. Certes, comme l'a dit Alexandra, ça peut être ralenti par le contexte actuel, mais ça reste possible. Euh, le risque, il est, comme l'a dit aussi Alexandra, faible à très faible et pour l'Hexagone et pour l'océan Indien. Mais les conséquences, comme l'a très bien expliqué Alexandra, ce ne seront absolument pas les mêmes à Mayotte qu'en Hexagone. Et c'est ça qu'on travaille. C'est l'identification, la détection dans des conditions de ça, de migration, etc. Dans des voies d'entrée très différentes. Petite Terre, par exemple, et la Corrèbe, en fait, je vous en parle d'autant plus à l'aise enfin, je suis d'autant plus à l'aise pour vous en parler que la Corrèbe est allée en mission sur place et à La Réunion et à Mayotte. Et donc, il n'y a pas de dramatisation, mais il y a une anticipation un peu spécifique à Mayotte par rapport au reste du territoire français. Et je ne sais pas s'il y a des gens branchés de Mayotte, mais ce qu'on a vu, nous, ce qui nous a très impressionné quand on est allé faire la visite à Mayotte, et à La Réunion aussi, c'est plusieurs choses. La première, c'est qu'ils ont une culture One Health dont on pourrait tirer des leçons. Ils vivent en harmonie avec la nature. Cette nature est parfois violente, volcanique, climatique, etc. Mais ils sont en contact direct avec... et donc, ils incarnent le One Health. Le deuxième caractéristique, c'est que ils ont une culture de la gestion de crise, et on leur a dit, qui mérite le respect, un, le respect, et deux, la Coreb, nous, on apporte notre soutien aux ESR régionaux de Mayotte et de La Réunion. Mais je peux vous dire qu'ils ont plein de trucs à nous apprendre sur la gestion de crise, puisque ce sont quasiment des spécialistes de plein de crises différentes. On a trouvé une équipe hyper soudée, hyper robuste, hyper résiliente, hyper pluriprofessionnelle, multiprofessionnelle, hyper connectés avec leur direction, hyper en lien avec leur ARS. Et donc, on n'est pas du tout inquiet. C'est juste que pour les aider à se préparer, eh ben, il faut envisager ce risque qui n'est pas plus important que pour la métropole, mais qui est à conséquence beaucoup plus importante sur une éventuelle chaîne de transmission. C'est ça qu'on prépare. Et donc, il y a différents scénarios. Il y a la- le diagnostic d'un cas isolé qui sera normalement évassané dans un ESR national s'il est transportable. Le deuxième scénario, c'est un Ebola non transportable, réanimatoire, qui sera pris en charge sur place à Mayotte dans des conditions. Alors, je suis désolé parce que je suis sur deux meetings en même temps, donc je n'ai, je n'ai pas pu écouter les topos d'Alexandra et de Marie, mais je profite de l'occasion pour d'abord les remercier parce que ce sont deux expertes dans leur domaine. Alexandra, vous savez, elle est vétérinaire, elle a aussi un ADN One Health, et dans ce genre de crise, vu son niveau d'expertise,
C'est un énorme privilège de l'avoir dans ce séminaire. Et Marie, qui est dans un ES qui n'est pas un ESR, est complètement inclus dans la Coreb et dans les ESR parce que on se doit d'être inclusif et elle vous a montré une expérience de terrain absolument extraordinaire, hyper précieuse. Et on est ravi d'avoir Marie et dans ce réseau et en France parce qu'elle apporte au niveau international beaucoup d'énergie et d'expertise. Et donc, merci à vous deux pour les topos. Et quand j'ai vu les réactions et les applaudissements, je ne doute pas de la qualité de vos interventions. Pour finir sur Mayotte, euh, il y a le scénario donc prise en charge non réanimatoire avec Eva San via l'équipe nationale REB sur un ESR national. Le deuxième scénario, c'est la réanimation sur place parce que arrivé trop tard, et donc ça, en gros, c'est ce qu'on disait avec les collègues. Et peut-être on pourra laisser les collègues. Je vois que Madou est là, qu'on a plusieurs membres de Mayotte qui sont là, parce que faut pas épiloguer sur Mayotte, mais c'est quand même une vraie question. C'est la réanimation d'un Ebola à Mayotte, et là, c'est en train d'être discuté. Et puis la troisième qui serait une catastrophe, c'est une chaîne de transmission avec plusieurs cas et un début d'épidémie à Mayotte. Et vu les conditions de certaines populations qui vivent dans des situations irrégulières, qui arrivent via des circuits irréguliers et qui vivent dans des conditions de précarité massive, c'est vrai que, on a un potentiel de diffusion de l'épidémie qui n'est pas négligeable. Mais je laisse la parole aux Mahorais, si on a le temps, pour apporter plus d'éléments. Voilà, c'est en cours de préparation avec SPF, avec l'ARS, avec l'ESR, avec la Coreb et avec la DGS, le CCS. Il y a beaucoup de vigilance, beaucoup de préparation, mais je ne crois pas qu'il y a d'immenses inquiétudes. Et puis, évidemment, il y a aussi le contexte populationnel qui fait qu'il peut y avoir, sur le plan réaction de la population, insécurité, etc., aussi des choses bien sûr abordées, mais plus ce sera serein sur le plan sanitaire, mieux ce sera porté sur le plan populationnel et accepté. Si personne n'a de questions supplémentaires, bah, je vais enchaîner sur une autre question que je voulais poser. Ou comme Alexandra a pointé les hypothèses expliquant l'explosion de cette 17e épidémie, entre retard diagnostique, population difficilement traçable, zone reculée, mais avec des centres urbains, les frontières qui sont pas loin et l'insécurité avec les bandes armées. Justement par rapport aux méthodes de détection, donc là les kits, des kits adaptés sont en train d'être déployés sur le terrain. De notre côté, de toute manière, je rappelle que si on est amené à prendre en charge un cas qui est classé possible, c'est tout l'intérêt et justement de la doctrine qu'on a depuis le départ d'avoir une centralisation au niveau du CNR, du diagnostic. Il y a vraiment toutes les amorces nécessaires pour avoir une sensibilité, une spécificité à 100% pour détecter des variations sur des souches un petit peu plus exotiques. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des ESR, les ESR nationaux et certains ESR régionaux ont des kits de détection sur des kits commerciaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'auditoire qui a des données justement sur l'efficacité de ces kits que nous avons de manière, je dis, indicative, hein, mais que dans les ESR et qui seront avec le risque de mise en défaut? Alors, je ne suis pas virologue non plus, mais j'ai peut-être un début de réponse. Donc, vous avez compris que ceux qui ont fait défaut au début de cette épidémie là-bas, c'était GeneXpert. Et apparemment, le fabricant est en train d'intervenir pour fournir soit quelque chose qui marche, soit fournir à la place des kits qui sont pamphyllovirus. Ça, c'est la première chose. Ensuite, a priori, mais pareil, c'est de ce qu'en disent les fabricants, Altona marche. Je serais capable de détecter Bundibugyo et Biofire, pas la moindre idée de mon côté. Mais j'insiste sur l'astreinte 7/7 du CNR. Oui, ça, le CNR a les kits qui vont bien quand même, a priori, chez nous. Ce qui n'est pas le cas du Nord Kivu, en l'occurrence, et du Sud Kivu, mais Absolument. ici, oui. Et puis la distance entre les ESR et le CNR sont moins importantes que la distance Nord Kivu, Sud Kivu, Kinshasa.
Tout à fait. Bon, bah, sur ce, après ces échanges qui sont très riches et on pourrait y passer encore des heures, mais on a tous plein de choses à faire. Je pense qu'on va pouvoir conclure ce webinaire qui, j'espère, a intéressé et a rassuré aussi la plupart d'entre vous, comme quoi on essaye de se mettre en ordre de marche à la fois pour la fièvre hémorragique Guinée-Congo, qui est vraiment un sujet autochtone qui ne doit pas être occulté. Il ne faut pas que Ebola soit l'arbre qui cache la forêt et qu'on ait vraiment bien des bons réflexes, surtout dans le sud de la France, d'y penser devant des états fébriles à post-morsure de tique, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'on ait notre premier cas cet été. Et puis pour Ebola, on suit ça d'excessivement près. On demandera aux orateurs l'autorisation d'avoir leur présentation et Xavier et Morgane me confirmeront probablement que ce sera disponible sur le site de la Coreb une fois que tout sera récupéré. Oui, si les orateurs nous autorisent, on fera évidemment un partage. Je crois qu'ils ont aussi autorisé que le webinaire soit filmé. Euh, il sera mis à disposition sur le site. J'insiste aussi et merci beaucoup à la modération. Désolé pour les connexions de la PHP, pour Morgane et la bande de la Coreb qui travaille beaucoup et sur Anta, même si ça se ralentit en intensité, mais malheureusement pas en complexité, et sur Ebola. Juste pour vous dire aussi que avec les SCMID, le groupe des maladies infectieuses émergentes, donc il y a le webinaire d'hier qui est déjà accessible sur le site et on va faire un suivi de l'épidémie et probablement dans quelques semaines un deuxième séminaire de terrain avec la prise en charge sur place avec des soignants sur le terrain pour la prise en charge thérapeutique et IPC, prévention de l'infection. Voilà. Merci beaucoup, bon courage. Et surtout, comme disait François, n'oubliez pas, ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Ebola, peut-être, CCHF parce que c'est la saison, les arboviroses bientôt et le pèlerinage à la Mecque avec les MERS. Merci, à très bientôt. Bonne fin de journée.